Coucou, c'est Flamendra, je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je suis ravie, je retrouve Alizée qui est psychonutritionniste. Et pour être honnête, je ne connaissais pas cette profession. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta profession, te présenter avec tes propres mots ? Eh ben, écoute, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très contente d'être dans cet épisode. Alors, la psychonutrition, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, il y a souvent des hésitations, est-ce que c'est apprendre à manger en conscience et tout? Donc, pour remettre les choses au clair, la psychonutrition, c'est tout simplement un accompagnement qui vise à rétablir un comportement alimentaire serein. Donc, on se focalise vraiment sur la psychologie et la pédagogie du comportement alimentaire. Donc les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui ont, une alimentation troublée, qui ont par exemple fait beaucoup de régimes ou, qui ont en tout cas, une obsession avec la nourriture, finalement, une relation négative avec la nourriture et avec qui donc, je fais tout un travail pour leur redonner un peu, la conscience dans le geste de manger et puis, les reconnecter à leurs sensations alimentaires pour qu'ils mangent vraiment selon leurs besoins, en fait et que tout se rééquilibre, tout simplement. Ouais, ça a l'air vraiment chouette comme approche, en tout cas j'aime beaucoup. Je trouve ça super intéressant. Et l'objet du jour aussi, c'est que tu puisses nous partager ton parcours, parce que je sais que tu as toi-même souffert de troubles du comportement alimentaire. Tu me disais en off qu'avant, tu faisais pas ce métier-là et que tu t'étais reconvertie. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours et où tu en es aujourd'hui ? Alors oui, effectivement, j'ai pas toujours, fait ça donc je suis psychonutritionniste, je suis aussi sophrologue. J'ai un parcours un peu, atypique. Moi, j'ai eu des depuis toute petite, hein, j'avais un problème avec la nourriture déjà de base, venant d'une famille où, les régimes étaient, prônés forcément. Voilà, bon, c'était très compliqué et moi-même, du coup, je suis tombée très jeune dans les régimes. On m'a toujours dit que je mangeais trop, que j'étais trop gourmande, que voilà, j'ai toujours eu cette notion d'aliments, restreints, interdits et du coup, j'ai commencé forcément à développer un comportement bizarre avec la nourriture, où j'allais manger en cachette, je cachais des choses dans ma chambre, ce genre de choses et puis à l'adolescence, bon après j'ai eu un traumatisme qui a fait que, j'ai eu une amnésie traumatique en gros. Bon, j'en parle pas beaucoup sur mes réseaux parce que c'est quelque chose qui est encore en cours, de travail, et voilà et j'en parle très, très peu. Et je suis moi-même en train de comprendre des choses là-dessus, donc c'est compliqué de parler de ça quand c'est pas encore totalement résolu. Mais en gros, pour la faire courte, le traumatisme, il s'est exprimé par les TCA. Même si j'avais déjà un background de régime et tout, qui je pense a accentué, a contribué au déclenchement de mes TCA. Mais du coup, à l'adolescence, voilà, ma réponse à ce traumatisme, c'était les TCA. Donc j'ai commencé par de l'hyperphagie où j'étais au lycée, hein, j'avais 16 ans. Je me faisais, des crises d'hyperphagie monstrueuses. J'allais acheter plein de trucs et puis je mangeais tout en une demi heure, mais c'était des quantités astronomiques. Et ensuite, j'ai commencé avec de la boulimie, donc je me faisais, principalement moi, mon système de compensation, c'était les vomissements. Donc voilà, j'ai eu des TCA en tout pendant 7 ans de ma vie. De l'hyperphagie à la boulimie en passant par, je pense, des petites phases, d'anorexie. Enfin, je mangeais plus rien, j'avais peur de manger, j'avais même peur de boire de l'eau. Donc c'est pour dire à quel point. Donc mon poids, il variait énormément sur, parfois des périodes de 2 semaines, c'était assez impressionnant et hem et puis un jour, j'ai fait des voyages, en fait. Je suis partie en voyage plusieurs fois. J'ai fait un voyage en Slovénie pour, Erasmus et puis, donc là, déjà, je me suis complètement coupée de tout ça, des crises, de la boulimie, j'ai changé de quotidien et ça m'a complètement sevrée des crises et puis j'ai eu aussi la levée de l'amnésie traumatique donc en fait, ça a fait que tout s'est débloqué un peu comme des dominos, tu vois?
Et puis j'ai fait un autre voyage en 2019 en Irlande, une espèce de retraite spirituelle, mais c'était absolument incroyable. Et là, j'ai trouvé ma mission de vie pendant ce voyage. Et je me suis dit: «Mais oui, mais en fait, ce que je faisais», donc à l'époque, j'étais ingénieure informatique, et j'avais, d'ailleurs, j'en parlerai un peu après, mais voilà, je faisais ça, pour faire plaisir, en gros, à mes parents, à mes profs et cetera, mais j'avais absolument pas envie d'être ingénieure. Et du coup, je me suis dit: «Non, mais j'arrête ça, ça n'a aucun sens pour moi. Moi, j'ai envie d'aider les autres». Déjà, au niveau du mieux-être, donc là, je me suis formée à la sophrologie et après j'ai eu envie de me spécialiser donc, à l'accompagnement de l'alimentation troublée, donc avec la psychonutrition. Voilà. Et tout ça, ça s'est enchaîné et c'est vraiment, à partir du moment où j'ai commencé à guérir, à me faire, donc accompagner en plus par, l'hypnothérapie, la sophrologie et une psychologue aussi là, un peu plus récemment. C'est à partir de ce moment-là que ouais, qu'il y a plein de choses qui se sont débloquées, voilà pour mon parcours en gros, j'ai essayé de résumer, mais c'est vrai que c'est assez long, mais avec le recul maintenant, j'arrive à bien le résumer quand même. Voilà. Waouh, bah ça c'est un sacré parcours en tout cas et j'ai cru comprendre que la retraite spirituelle t'avait vraiment ouvert l'esprit. En quoi est-ce que ça t'a changé en tant que personne? Qu'est-ce que ça a débloqué en toi? Quand j'étais là-bas, je saurais pas expliquer, il y avait déjà une espèce de, c'était l'aura, l'ambiance qu'il y avait et j'ai rencontré des personnes aussi qui m'ont par des discussions, mais très simples, mais très puissantes, tu vois? Qui m'ont fait changer complètement de point de vue. Et quand je suis partie là-bas, j'avais déjà l'intention de réfléchir, de faire le point sur ma vie, mais je pensais pas en ressortir avec autant de détermination, et cette prise de décision, professionnellement parlant. Je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais j'ai juste, eu ce temps-là et je crois que ça faisait très longtemps que je m'étais pas accordé un temps de repos total du corps et de l'esprit, où j'avais à penser à rien d'autre à ces paysages magnifiques que j'avais devant les yeux parce qu'on était au bord des falaises, et j'étais toute seule en plus. Je suis partie toute seule à la base donc j'avais pas quelqu'un que je connaissais qui m'accompagnait et j'ai pu vraiment me laisser complètement je dirais presque, laisser aller, mais m'abandonner, tu sais, à cette expérience donc et je pense que c'est ça qui m'a un peu débloquée, c'est que je lâchais pas prise, en fait. Que j'étais encore, ça dont je voulais parler tout à l'heure, c'est que j'étais encore dans cette mentalité de faire plaisir aux autres. Donc je faisais pas mes choix pour moi-même, mais pour faire plaisir à, mes parents et cetera. Je voulais décevoir personne, c'est ça le truc et je pense que c'est fortement lié au TCA quand même. Je pense que voilà, on dit people pleaser en anglais. J'étais un peu comme ça pendant de nombreuses années et c'est marrant parce qu'à partir du moment enfin, en même temps que j'ai guéri, je me suis rendu compte que je voulais plus de cette mentalité. J'ai commencé à travailler sur cette mentalité et sur moi pour faire mes propres choix. Ouais. Voilà. C'est exactement ça et je me retrouve énormément dans ce que tu dis et ça touche aussi énormément de mes coachés, hein, vraiment qui veulent faire, plaisir à tout le monde, qui vivent pour les autres et pas avec les autres. Parce que certes, les autres sont importants à notre développement, on est des êtres sociaux, on est des êtres humains, on a besoin des autres. Mais l'important, c'est avant tout de se connaître, de prendre du temps pour soi et on en parlait en off. Voilà, tu nous disais que juste avant, là, ce matin, bah, tu avais été te faire une petite séance de massage, prendre du temps pour toi, chose que j'imagine avant, bah, t'aurais jamais fait, quoi. Et en fait, c'est pas contre-productif de prendre du temps pour soi, de s'accorder ce temps, parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. C'est ce que tu as fait pendant cette retraite. En fait, c'est ça le travail de fond que tu as fait. Tu as appris à te connaître, à te découvrir. Parce qu'avant, tu avais mis des stratégies d'évitement en place de genre ah bah non, j'ai ça à faire, il faut que je fasse ça. Et finalement, tu ne te retrouvais jamais avec toi-même. Et tu étais toujours dans cette charge mentale. Et c'est un petit peu ce que je voulais aborder avec toi aujourd'hui dans ce podcast. C'est vraiment la charge mentale. Et tu l'as dit vraiment d'une façon absolument magnifique. Tu as dit, bah là, en fait, quand j'étais dans cette retraite, j'ai regardé les paysages, je me suis connectée à l'instant présent. Tu as fait le vide, mais pas le vide, entre guillemets, comme la plupart de mes coachés peuvent l'entendre, c'est-à-dire ce vide, genre ce néant, genre c'est un trou noir, genre il y a rien, en fait, mais plutôt la libération, l'apaisement de l'esprit pour se reconnecter à l'essentiel. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi en off, que bah, ce matin, tu avais fait un choix où tu es allé dans l'essentiel, c'est-à-dire prendre soin de toi. Et c'est pas être égoïste, au contraire, c'est la base de tout. Donc voilà, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure,
Tu t'es libéré de cette charge mentale, tu as arrêté de te poser tout un tas de questions finalement. Tu as concentré ton attention sur ce qui te faisait du bien. Et souvent, ce qui fait du bien, ce sont les choses simples. Parce que plus on pose son attention sur des questionnements qui ne nous font pas du bien, qu'on subit, plus on les renforce. Et plus on les renforce, plus elles viennent. Donc ça, c'est hyper important d'en prendre conscience. J'étudie pas mal les neurosciences en ce moment et je t'avouerais que ça m'aide pas mal à comprendre le fonctionnement du cerveau et comment on peut faire justement pour se détacher de cette charge mentale. Et justement, au-delà de ça, est-ce que toi, tu as des outils que tu pratiques aujourd'hui ou même qui t'ont aidé dans ton passé, qui t'ont permis d'arrêter de te poser 36 milliards de questions? Pour donner des exemples qui vont peut-être parler à nos auditeurs, par exemple, est-ce que j'ai trop mangé? Est-ce qu'il faut que je mange ça? Est-ce qu'il est l'heure de manger? Voilà. Oui, c'est la question un peu, comment se détacher de cette charge mentale? C'est vrai que ça prend une place énorme et je pense que c'est déjà, dans un premier temps, par rapport au processus, juste, avant de parler des outils, c'est normal que ça se fasse pas d'un coup, du jour au lendemain. Ça met du temps, mais au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile parce que justement, il y a de la place qui se libère dans l'esprit et du coup, c'est un renforcement positif parce qu'on se rend compte qu'on a plus de place pour des pensées, des projets, qu'on avait mis un peu en pause à cause des TCA ou en tout cas de l'alimentation troublée. Et du coup, comme ça nous fait du bien, on a envie de plus en plus de libérer de la place et donc on est à fond, quoi. Mais au début, c'est un peu difficile de s'y mettre. Alors, moi, les conseils que je donne le plus souvent, c'est déjà, au niveau des réseaux et de tout ce qui nous entoure, les personnes qui nous entourent, qu'elles soient réelles ou virtuelles, je veux dire sur les réseaux, quoi. Faire le tri, se désabonner des comptes Instagram qui nous comment dire? Qui sont toxiques pour nous. Toxiques dans le sens, et là c'est très personnel, toxiques dans le sens, qui sont un peu liés à la diète culture, enfin à la culture des régimes. C'est-à-dire qu'ils vont, tout le temps être bourrés d'injonctions, minceur et compagnie. Ça fait du mal et même en général, je trouve même les comptes, enfin moi je suivais énormément de comptes de recettes. J'étais obsédée par la nourriture, comme toute personne qui a un TCA, parce que justement je me nourrissais pas assez et donc ça, c'est un signe de faim et qu'on n'a pas assez qu'on ne se nourrit pas assez, hein, quand on pense trop à la nourriture et donc j'avais plein de comptes de bouffe, voilà, j'avais que des photos de nourriture donc au bout d'un moment, ça sature. Il faut s'en débarrasser déjà et arrêter de se surstimuler avec ça. Donc ça, c'est un premier point et puis après, il y a tous les outils, je trouve moi la sophrologie, c'est pour ça d'ailleurs que je suis devenue sophrologue après, hein, parce que ça a été un tournant. Donc ces outils un peu de pleine conscience, les visualisations, la méditation, tous ces exercices-là, même le yoga, hein, de toute façon la sophro s'inspire un peu du yoga sur certains points. Voilà, tous ces exercices où on se recentre sur soi-même, où on fait le point un peu, on laisse le corps se déposer et il y a des choses aussi qui sont travaillées et même, émotionnellement. Voilà, tous ces outils-là pour moi, ils sont assez efficaces, même si ça vient pas en une séance bien sûr, mais je veux dire, voilà, pour moi, ça a été comme une sorte de puzzle, j'aime bien cette image-là. Ce détachement qui a pris du temps et il a fallu que je fasse le tri dans ma vie et puis que je m'entoure des bonnes personnes aussi pour m'accompagner et que, je m'entoure aussi des bonnes lectures parce que j'ai pris l'initiative de lire des choses déculpabilisantes sur la nourriture, le corps, tout ça. Hem, voilà, donc je pense que c'est un ensemble de choses, c'est pas, il y a pas une méthode universelle malheureusement, mais il faut savoir, comment dire? Trouver ce qui nous va à nous. Déjà, merci pour tous ces conseils. Et effectivement, je te rejoins sur le fait que c'est un puzzle et qu'il n'y a pas qu'une seule voie possible. Parce que souvent, et ça je le vois beaucoup, c'est genre, mais comment on fait ça? Et genre, il y a une réponse. Non, il n'y a pas une réponse. C'est comme il n'y a pas un outil magique, il n'y a pas un aliment magique, il n'y a pas un truc magique. En fait, c'est comme tu dis, des petites briques. Moi, j'aime bien prendre cette image de la maison, tu vois. Tu te construis en fait ta nouvelle maison en disant que la maison c'est la vie, c'est ta nouvelle vie, c'est ta guérison. Et chaque jour tu mets une petite brique. Et si un jour tu mets pas de brique, c'est pas grave en fait. Voilà, tu peux en remettre une le lendemain. Et c'est ce que je voulais dire, du coup, c'est que, par rapport à ces petites briques et des fois tu en mets pas, c'est pas linéaire et le problème, c'est qu'à un moment, je m'attendais à ce que le progrès, il soit linéaire et il y a eu des fois où je suis un peu retombée dans mes travers,
dans les mécanismes des TCA, mais c'était pour mieux me relever après, et au début, je les voyais un peu comme des défaites, parce que oui, à un moment, de temps en temps, je refaisais une crise, mais en fait, j'en tirais des leçons du coup. Au début, j'étais désespérée bien sûr, je me disais: «Ça y est, il y a tout à recommencer». En fait non, pas du tout. Faut vraiment faut vraiment acquérir cette mentalité adaptative un petit peu et cette prise de recul. Genre, comment je peux me servir de cette c'est pas une rechute, hein, mais de cette, crise, comme leçon positive? Qu'est-ce que j'en apprends finalement? Moi, j'en apprenais que ça me confortait dans l'idée que je voulais plus fonctionner comme ça avec la nourriture, que ça me faisait absolument pas du bien, que c'était absolument pas une solution viable sur le long terme. Voilà, donc prendre conscience que ce sera pas linéaire, que c'est pas grave, il y a des hauts et des bas et ça va aller et surtout arrêter de se comparer. C'est pour ça aussi que je disais le tri sur les réseaux sociaux, c'est important. En tout cas pour ma part, hein, je partage ça vraiment par rapport à mon expérience perso et celle de mes clientes. Parce qu'on a tendance à trop se comparer. On compare nos assiettes, on compare même nos progrès, même les hashtags, TCA guérison, TCA recovery et tout ça. Faut arrêter de suivre ça honnêtement au bout d'un moment, enfin je trouve en tout cas quand on en est au début. Parce que, le problème c'est qu'on se compare. On p Oui. compare nos parcours de guérison et je trouve que ça peut devenir toxique. Alors c'est pas une généralité bien sûr, il y a des personnes que ça aide, j'en suis sûre, mais moi à un moment c'était très, très toxique. J'étais sur des forums d'associations, contre les TCA et tout et pareil, c'était non, il y avait trop toute ma vie tournait autour de ça. Donc au bout d'un moment, il faut faire le point avec soi-même et c'est peut-être un conseil aussi très important, un dernier conseil que je peux donner, faire le point avec soi-même. De quoi est-ce que j'ai vraiment envie de passer ma vie avec, tout ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de passer ma vie avec cette obsession? Ou est-ce que j'ai envie de m'en détacher un peu, de trouver d'autres centres d'intérêt? C'est là qu'est tout le travail, je trouve, quand on veut se détacher, ouais, de toutes cette charge mentale, ces injonctions, ces règles alimentaires, faire le point et puis savoir s'observer, arrêter de se voiler la face. Parce que moi, je me suis beaucoup menti à moi-même et je pense que peut-être toi aussi. Toutes les Oh oui. personnes qui sont voilà, dans les TCA, on se ment énormément. Donc être honnête avec soi-même, là, voilà, se dire au bout d'un moment: «Non mais là, je sais que ça, c'est une règle alimentaire que je garde, non pas pour ma santé, mais pour dans l'espoir de maigrir encore». Voilà, il faut lâcher ça et pour ça, ben, un accompagnement, ou potentiellement déjà commencer par du journaling tout simplement, quelles sont mes règles alimentaires? Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que j'arrête? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que voilà, la question, qui reste en tout cas, qui doit rester dans vos esprits à tous et à toutes qui écoutez, qu'est-ce qui me fait du bien? De quoi j'ai besoin? Est-ce que ça là, ça va me faire du bien? Voilà. C'est exactement la phrase que je répète tout le temps en coaching et je pense que mes coachées là, elles doivent se marrer parce que je leur dis tout le temps ça. Je leur dis: «Mais est-ce que là, ce que tu fais là, est-ce que là tu es en train de le subir? Est-ce que tu es dans une énergie de peur? Tu le fais parce que tu as peur de manger, tu as peur de grossir, tu as peur des conséquences. Tu t'imagines le pire parce que notre cerveau, il est méga fort pour s'imaginer le pire, tu vois, il se projette dans l'avenir en s'imaginant toujours le pire. Voilà, les autres sont mieux et nous on est nuls, voilà, enfin c'est souvent ça en tout cas. Ou est-ce que tu es dans une énergie d'amour? Est-ce que tu le fais parce que tu as envie de le faire? Parce que ça te fait du bien? Parce que tu kiffes? Parce que tu as envie de le refaire en fait? Parce que c'est aligné avec tes valeurs, avec qui tu es, avec qui tu as envie d'être? Et c'est ça les vraies questions, je pense, à se poser. Plutôt que est-ce que j'ai trop mangé? Est-ce que ça c'est sain? Est-ce qu'il y a trop de sucre là-dedans? Ça, c'est des questions très superficielles que le trouble alimentaire envoie en fait. C'est le trouble alimentaire qui parle pour voilà, ramener l'attention sur le fait que ah bah tiens, la valeur nutritionnelle, elle n'est pas comme je voudrais qu'elle soit. Et après, le problème, c'est que plus la personne va poser son attention là-dessus, plus ça va grandir dans son esprit. Et tout à l'heure, tu as dit un truc très intéressant aussi, tu as dit, tu as parlé de ce que moi j'appelle l'état d'esprit figé versus l'état d'esprit de croissance. Donc l'état d'esprit de croissance, c'est quand tu vas dire, bah, tu parlais des échecs, de qu'est-ce que je peux tirer en fait de ça? Comment est-ce que je peux me relever? Comment est-ce que je peux faire pour que bah, la prochaine fois, ça ne se reproduise pas, que ça aille en ma faveur, pas en la faveur du trouble alimentaire, on s'entend bien, versus l'état d'esprit figé où là, tu vas juste te dire, ben, je suis trop nulle, ben, j'y arrive pas, ben, c'est fichu, j'y arriverai jamais. Alors je dis pas, on les a tous ces pensées-là. Et le but, c'est pas de les rejeter, c'est de les accueillir. Ouais, de se dire, par exemple, ben, aujourd'hui, j'y suis pas arrivée ou ça va pas. C'est ok, on est humain. C'est accueillir le fait qu'on est humain. Mais après, rebondir
Et ça, je trouve que c'est vraiment une puissance inouïe que de savoir rebondir en fait. D'accueillir qu'on est vulnérable, parce qu'on est des humains, et que bah ouais, tout se passe pas comme on voudrait, qu'il y a des jours où on fait de la daube, comme je dis à mes coachés. Et en fait, c'est ok, parce que c'est la vie. Voilà, tu l'as dit toi-même, rien n'est linéaire, la guérison n'est absolument pas linéaire. Hein. Vraiment, c'est... Et je trouvais ça super intéressant ce que tu as dit. Tu disais que quand tu refaisais une crise, tu te disais bah ça y est, j'ai replongé ou ça gâche tout ce que j'ai fait avant. Et en fait, pas du tout. En fait, ça t'apprend sur toi. Et parce que tu as cet état d'esprit de croissance, tu as pu rebondir et tu as pu te dire en fait, bah non, tu as pu te remettre en question, tu as pu te dire bah pourquoi c'est arrivé. Peut-être que je sais pas, dans la journée j'ai pas mangé assez ou j'ai respecté une règle et j'en avais pas conscience. Et c'est grâce à ça que tu as pu progresser. Bien sûr, avec tous les outils dont tu as parlé auparavant qui sont géniaux et que je recommande aussi. Hein. Genre le yoga, franchement, moi, ça m'a tellement aidé à me reconnecter à mon corps. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins, je t'avouerai. Quelques postures de temps en temps. Mais à l'époque de ma guérison, c'était waouh, quoi. C'était juste impressionnant. Parce que j'étais tellement dans le faire, je cours à droite à gauche, que j'avais même plus conscience que j'avais un corps en fait. Voilà, je me disais bah tiens, ah oui c'est vrai qu'il est là celui-là, on va peut-être en faire quelque chose. Enfin vraiment, ça peut paraître bête pour quelqu'un de normal, mais je sais que les gens qui nous écoutent, bah, ils vont se dire ouais en fait c'est vrai que si vous êtes honnête avec vous-même, comme ce que tu disais, et ça c'est super important, est-ce que vous prenez du temps vraiment pour juste, je sais pas, vous concentrer sur votre corps. Et quand je dis votre corps, je parle pas de votre ventre, parce que souvent mes coachées c'est ça, elles regardent leur ventre et elles ont l'impression qu'il est gonflé. Et je leur dis oui, c'est une impression. C'est une impression que tu as, parce que tu te concentres là-dessus, que tu mets toutes tes pensées là-dessus, que tu te dis il est gonflé, il est gonflé. C'est comme si tu te disais bah je suis timide. Bah oui, à force d'être timide, tu vas te comporter comme quelqu'un qui est timide et ça va renforcer ta croyance que tu es timide. Et c'est un vrai cercle vicieux. Voilà, c'est pareil, plus tu te dis que ton ventre est gonflé, plus tu y crois, plus tu le vois, plus ça devient ta réalité. Mais je sais pas, tu pourrais te regarder et regarder déjà une autre partie aussi de ton corps, parce qu'il n'y a pas que le ventre. Hein. Certes, le ventre est important, mais c'est une partie du corps parmi tant d'autres. Mais se concentrer sur soi, sur qui l'on est dans son entièreté. Et tu as dit aussi quelque chose de merveilleux, c'est que tu as dit, bah, ça m'a permis de comprendre les projets que je voulais faire. Vraiment que ma vie ce soit plus juste un corps, brûler des calories, faire du sport, regarder les étiquettes, que ce soit plus le trouble alimentaire. Et ça fait peur aussi. Enfin, je sais pas si toi les personnes que tu accompagnes ont peur de ça, mais moi je sais qu'il y a beaucoup cette peur dont je parlais tout à l'heure du vide. En fait, dites-vous bien que le vide, voilà, c'est pas le néant, c'est pas genre il y a rien. Au contraire, dans la vie et dans l'univers, rien ne se perd. Rien ne se crée en fait, tout est une question d'équilibre. Donc forcément si à un endroit vous enlevez entre guillemets le trouble alimentaire, ça va se remplir en fait. Et pas de gras, hein. Voilà, j'ai pas envie que vous vous disiez ah je vais me remplir que de gras, non, ça va se remplir de beaux projets, de qui vous êtes vraiment. Et c'est ça en fait, tu t'es trouvé et t'as dit aussi autre chose de super intéressant, enfin je trouve que c'est passionnant ce que tu racontes. C'est pour ça que je me permets de parler un petit peu. T'as dit bah voilà, ingénieur en fait c'était pas vraiment moi quoi, c'était la société, j'écoutais un peu ce qu'on me disait de faire et franchement bah c'était pareil, moi j'étais chef de produit. Alors j'ai beaucoup aimé aussi mon métier, hein, j'avoue que c'était pas un truc où je faisais dans la contrainte, je l'aimais bien mais c'était pas vraiment moi en fait. Et voilà, grâce à tout ce travail que tu as pu faire, à tous ces outils, tu t'es trouvé et tu as développé ces projets de vie en fait. Et enfin, je trouve ça juste magnifique. Je sais pas si tu veux rebondir. En fait, oui, complètement. C'est déjà par rapport à nos... Je pense que peu importe l'approche qu'on a, toi, tu es coach, moi, je suis psychonutritionniste, on a des approches différentes mais complémentaires. Et peu importe les approches, je pense que le but, comme on le dit depuis depuis le début, en fait, du podcast, le but, c'est que l'alimentation elle reprenne sa juste place, c'est-à-dire beaucoup moins de place déjà dans l'esprit et dans le quotidien, quoi. Et pour ça, oui, rien ne vaut certains outils, des bons accompagnements, enfin voilà, les bons outils, les bonnes personnes, les bonnes prises de conscience, les bonnes pistes de réflexion. Il y a pas non plus et comme tu le disais, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de méthode miracle, c'est juste
Voilà, c'est comme je le pense aussi, hein, c'est un ensemble de petites choses qui amènent à ce changement de mentalité. Alors c'est marrant les états, que tu décris, figés et de croissance. Moi, ça me fait penser à moi j'appelle ça plutôt, mode mental automatique et mode mental adaptatif. C'est un peu pareil, face à quelque chose qui te stresse, une situation chargée émotionnellement, soit tu as une réaction un peu primitive, soit tu t'adaptes et tu développes un petit peu plus, tout ce qui va être la réflexion, la souplesse, la curiosité, nuancer les choses, relativiser, prendre du recul. Ça se travaille et justement, c'est ce changement de mentalité qu'on veut arriver à créer, chez les personnes qu'on accompagne, je pense toutes les 2, parce que c'est vraiment la clé, d'un changement, de comportement alimentaire durable. Et oui, et ça rejoint un peu aussi, par rapport à ce que tu me demandais du coup, oui effectivement, les TCA ont pris énormément de place et justement, quand ça s'est, comment dire? Quand j'ai commencé ma guérison, parce que ça je dis ma guérison, c'est vraiment la période sur laquelle, donc sur, environ 3-4 ans, sur laquelle j'ai vraiment travaillé sur ça en profondeur. Ça a été plusieurs, phases. Mais oui, j'ai bien senti qu'il y avait des projets et des parts de moi et même des traits de personnalité que j'avais refoulés, qui étaient en pause ou qui étaient cachés, masqués, par la maladie. Et il y a même, tu vois, c'est marrant, il y a même, j'en discutais avec une cliente il y a pas longtemps d'ailleurs, il y a des parties de ma vie dont je me souviens pas bien. Mes souvenirs, ils sont flous. Par contre, je me souviens très bien du poids que je faisais, du régime que je faisais ou, des crises que je faisais à l'époque. Je me souviens exactement de ces choses-là, mais je me souviens pas de certains événements qui pourtant sont assez marquants. Je sais pas si ça t'a fait ça à toi aussi, mais voilà. Pour dire à quel point ça prenait de la place et même dans mes relations, je pense que ça a tellement influencé ma relation avec, ma famille ou, mes amis, et même mes partenaires. C'est assez impressionnant, de faire l'analyse de tout ça avec le recul. Ouais, je me rends compte, que je vivais carrément à côté de la plaque, à côté de ma vie. Je passais vraiment à côté de plein de choses, hem et il y avait plus beaucoup de place à part, pour, l'apparence et la nourriture. Ouais, c'est plus qu'une charge mentale, c'est carrément un truc qui t'écrase, en fait et tu deviens plus que l'ombre de toi-même. C'est un peu dark ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai, quoi. C'est vraiment vrai, et je me suis c'est un peu cliché ce que je vais dire aussi d'ailleurs là, mais je me suis redécouverte. On se redécouvre quand on guérit et ça peut être un peu chamboulant parce que, il y a plein de choses qui bougent en même temps. Moi, j'ai vraiment ressenti cette, mise en mouvement d'une grosse machine qui est en fait, mon esprit. Parce qu'en plus de ça, en plus de tout ça, tu te renourris correctement, donc en plus ton cerveau, il se remet bien en marche et tout, ton corps, il se remet bien à fonctionner normalement, petit à petit comme tout ça arrive en même temps, ça peut être un peu déstabilisant, mais en tout cas, ça fait vraiment du bien et ça, c'est un aspect des TCA, qu'on s'imagine pas forcément déjà nous en tant que malades et même les personnes qui sont autour, les aidants ou les personnes proches, elles voient surtout le problème lié à la santé physique, le poids, les choses comme ça, mais on voit pas, je pense qu'au bout d'un moment, c'est qu'au bout d'un certain temps justement qu'on a le recul sur ces choses-là, tu vois? Sur tous les domaines que ça a pu affecter. C'est pour ça que je dis souvent à mes clientes, quand tu guéris ton alimentation, tu guéris en fait, beaucoup de choses dans ta vie parce que c'est pas juste, ce qu'il y a dans ton assiette ou la façon dont tu le manges. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres points, notamment avec la mentalité dont je parlais tout à l'heure. Je te rejoins, mais tellement. Pour moi, c'est pas un travail dans l'assiette, c'est un travail dans la tête, en fait. Le problème, c'est que le trouble alimentaire, lui, il est concentré dans l'assiette. Donc forcément, si on se concentre dans l'assiette, entre guillemets, on va lui donner du pouvoir. Or, nous, tout ce qu'on veut, c'est pas lui donner du pouvoir. Et le tout, c'est de se reconcentrer à la racine du truc. Donc effectivement, changer la mentalité, en fait. Changer les questions qu'on se pose aussi. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, franchement, se poser les bonnes questions, c'est tellement puissant. Donc ça, moi, au départ, je le fais en coaching. Je pose les questions à mes coachés dans le but qu'après, à force que je leur pose, elles se les posent elles-mêmes. Et parfois, elles me disent « Oh, j'entends ta voix qui est dans ma tête. » Et je dis « C'est bien, il vaut mieux que tu entendes ma voix que la voix du trouble alimentaire, tu vois. » Et c'est ça, en fait, le but, c'est de comprendre que, en fait, on est ce que l'on consomme. Et quand je dis ce que l'on consomme, c'est, oui, d'une certaine façon, la nourriture, mais surtout ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on lit, et tout notre environnement, et tous les choix qu'on fait. Et par rapport à cette
charge mentale que ne perçoivent pas les praticiens de santé. Et ça, c'est vrai que je le vois tout le temps. Des personnes qui viennent me voir, qui ont été voir des diététiciens, qui ont été dans des cliniques. Et j'ai rien contre les cliniques ou les diététiciens, pas du tout. C'est juste que dans la prise en charge d'un trouble alimentaire, souvent c'est inadapté. Parce qu'on se concentre sur l'aspect physique, l'aspect santé, entre guillemets, les données en fait. Voilà, le poids, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit. Alors qu'en fait, toute la souffrance, elle est dans la tête et elle ne se perçoit pas. On la voit pas en fait. C'est que la personne qui a cette charge mentale, qui a ces questionnements. Et en fait, il faut creuser, il faut poser les questions à la personne, il faut vraiment s'intéresser deep down, comme je dis, à la personne, comprendre ce qui se passe dans sa tête pour l'aider à justement se poser de meilleures questions et puis surtout s'en poser moins. Parce que franchement, un trouble alimentaire, c'est je sais pas combien de questions à la minute. Déjà, je crois si je dis pas de bêtises, j'irai vérifier, on a 60 000 pensées. Alors, je sais plus si c'est à la minute, mais enfin bref, c'est incroyable. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait waouh, mon cerveau était encore plus en ébullition. Alors, le trouble alimentaire, le problème, c'est que, comme tu l'as dit, il réduit la vie en fait. Il est très réducteur. C'est pas qui vous êtes vraiment. C'est l'ombre de nous-mêmes. C'est exactement ce que tu disais. On est une coquille vide. Moi, je me disais souvent ça. Je suis une coquille vide. Je ressentais rien. J'avais pas d'envie. Je savais pas trop. J'étais un peu paumée. Et en fait, quand on guérit, on se reconnecte à la vie. On se reconnecte à nous. On se reconnecte à nos vrais désirs, à nos vraies envies. Donc, si aujourd'hui vous nous écoutez et ça vous paraît loin tout ce qu'on vous dit là, et je peux comprendre, eh bien, dites-vous que c'est déjà une impression. En fait, c'est parce que vous en êtes à ce stade-là de votre guérison que ça vous paraît impossible, mais ça ne l'est pas. Et à force de faire des petits pas, à force de cultiver cet état d'esprit dont tu parlais avec d'autres termes, mais en fait, tout se rejoint. Et ça, c'est un truc que j'ai compris il n'y a pas longtemps, c'est qu'on dit tous la même chose, mais de façon différente, voilà, avec des termes différents. Après, le tout, c'est de trouver la personne avec laquelle ça résonne le plus, mais voilà, pour en revenir à ce que je disais, le tout, c'est de se concentrer sur le chemin et pas le résultat, en fait. C'est en se concentrant sur les petits pas que vous pouvez faire chaque jour que vous allez atteindre ce résultat, que vous allez vous libérer du truc. Mais ne regardez pas la montagne, en fait. Ne vous mettez pas au pied de la montagne et regardez le sommet en vous disant « j'y arriverai jamais ». Oui, c'est sûr que si on fait ça, on a l'impression, encore une fois, que c'est impossible. Mais si on se met en route et qu'on se met sur le chemin, en fait, vous pouvez y arriver. Si Alizée l'a fait, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et vous vous sentirez mieux, en fait. Peut-être que là, vous vous dites « non, mais c'est mort, j'en tirerai aucun bénéfice », mais pour en revenir à la charge mentale, c'est beaucoup moins de questions, en fait. On se pose plus 36 milliards de questions pour manger. Enfin, je sais pas, c'est comme aller aux toilettes. Enfin, je sais pas, on a envie d'aller faire pipi, on y va, on se pose pas 3 milliards de questions. Est-ce que j'ai trop fait pipi la veille? Est-ce que là, oulala, ma quantité de pipi, elle est raisonnable? Je sais pas, on s'en fout, en fait. On y va parce que c'est un besoin naturel. Là, c'est exactement pareil avec l'alimentation. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis et j'aimerais même rajouter, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent ah ben j'ai l'impression d'être un cas désespéré, enfin que j'y arriverai pas et que moi vraiment ça marchera pas sur moi entre guillemets, ça ne marchera pas d'ailleurs, bon, voilà. Et j'ai envie de dire à toutes les personnes qui écoutent aussi, non, vous n'êtes pas un cas désespéré et je pense que tout ce dont on a discuté là, dans l'épisode, ça vous montre que vos schémas de pensée, ils sont pas gravés dans le marbre, vos mécanismes, ils sont pas figés. Vous avez la possibilité de les déconstruire et reconstruire certaines choses, avec de l'entraînement, avec la pratique, les bonnes personnes, les bonnes pistes de réflexion, avec un peu de motivation aussi, je pense que voilà, il y a rien qui est gravé dans le marbre et dites-vous bien ça et que, tout est, comment dire? Tout peut changer et il suffit, ouais, de la bonne combinaison, j'ai envie de dire, finalement. En tout cas, ouais, c'est aussi un message d'espoir, ouais, que j'ai envie de diffuser finalement pour à propos de tout ça parce qu'effectivement, comme tu le disais, ben, moi aussi, j'avais l'impression d'être, une coquille vide, d'être molle, de servir à rien, pareil, hein, enfin voilà, j'avais aucune estime de moi et
je me disais que je sortirais jamais de tout ça et que moi, je serais incapable d'avoir une alimentation, entre guillemets «normale», enfin sereine. Je voyais les gens qui se prenaient pas la tête autour de moi et je comprenais pas comment ils faisaient et je me disais: «Non, mais ils font semblant». Tu sais, tu as cette espèce de paranoïa slash jalousie quand tu as une alimentation troublée ou que tu as un TCA. Tu en veux aussi aux gens qui ont l'air de pas se prendre la tête, quoi. Tu te dis: «Mais comment ils font? Comment elle fait?» Et non, en fait, on y arrive, c'est en nous. De toute façon, on est mangeur intuitif, à la naissance, à la base. On a ça en nous. C'est juste que malheureusement, ben, de par notre société, les conventions, les injonctions ou notre éducation, des fois, on le perd. Et puis après, avec la maladie, alors là, on s'en éloigne encore plus. Mais voilà, je pense que vous avez vraiment toutes les ressources en vous, pour retrouver ça et heu et voilà et apaiser vraiment durablement tout ça, j'en suis, mais convaincue, en fait. Voilà. Trop d'accord, mais on croit en vous les gens. Franchement, moi je dis toujours ça à mes coachés, je crois plus souvent en mes coachés qu'elles croient en elles-mêmes au départ, en tout cas. Parce qu'elles pensent qu'elles y arriveront jamais. Et le fait de m'entendre dire, mais si en fait tout est en toi, et j'ai trouvé ça magnifique, encore une fois, ce que tu as dit, tout est en vous en fait, toutes les clés sont en vous parce que quand on est, bah ouais, on est intuitif. Et c'est en grandissant qu'on se déconnecte de notre intuition. Et pas que sur l'alimentation, pour plein d'autres trucs d'ailleurs. Alors après, voilà, c'est plus ou moins profond, on va dire. Mais c'est important de revenir à cet état d'insouciance, à cet état de sérénité, d'apaisement, de je me pose pas 36 milliards de questions. Et pour ça, ça veut dire aussi accepter de se remettre en question, accepter de déconstruire, comme tu l'as dit, parce que la vie c'est ça, c'est de la déconstruction, de la reconstruction. Enfin, je sais pas, moi j'étais pas la même qu'il y a 10 ans. Et dans 10 ans, je serais différente. Parce que la vie c'est ça, c'est de la déconstruction, c'est de la reconstruction. C'est pas linéaire, on le voit, encore une fois, on le voit avec les termes qui nous parlent le plus. Mais si on n'accepte pas cette essence même de la vie, et qu'on veut résister au fait que non, on peut pas tout contrôler, que c'est pas exactement comme on veut, machin, eh bien forcément ce sera toujours difficile. Parce que plus on est dans la résistance et plus la vie est difficile. Alors que si on est dans la remise en question, dans l'acceptation, tout de suite ça devient plus simple. Donc je dis pas que c'est facile à faire, hein. Encore une fois, c'est sûr que c'est un travail de longue haleine. Mais pour ça, l'idée c'est vraiment de choisir. Vous pouvez choisir. Personne d'autre viendra pour vous dire bon là maintenant, allez, hein, c'est parti, hein, Non, non. Et puis de toute façon, si c'est quelqu'un d'autre qui vous le dit, ça marchera pas. Moi je sais que pendant mes troubles alimentaires, ma mère elle voulait m'envoyer en centre et tout. Et je lui disais, je me souviens exactement ce que je lui disais, je disais non mais c'est mort. Je fais non, de toute façon tu pourras venir me chercher, j'irai pas. Parce qu'à ce moment-là, je sais pas, j'étais pas prête. Et en fait, c'est en faisant un cheminement de moi-même, j'ai pris un coach à l'époque, donc qui avait rien à voir dans les troubles alimentaires. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Et pareil, toi, t'as pris cette décision de partir, t'as pris cette décision, c'est venu de toi. Et je pense que c'est comme ça. Si quelqu'un était venu et t'avait dit bon maintenant, Alizée, tu fais ci, ça, je pense que t'aurais dit non, non. Donc C'est trop important ce que tu dis, en fait, ouais, ouais, c'est trop important de prendre conscience par soi-même des choses, de prendre la décision soi-même, de prendre l'initiative. C'est là où les choses, elles avancent vraiment beaucoup. Alors que quand c'est quelqu'un qui nous le dit, là, ça fait pas tilt dans l'esprit, ça bouge pas, quoi. Parce qu'il faut qu'on s'en rende compte. Des fois, on a besoin de tester nous-mêmes nos limites et voilà, d'y aller nous-mêmes et de faire ce que notre intuition aussi nous dit de faire, pour, comment dire? Pour y arriver tout simplement parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est tant qu'on l'aura pas fait par nous-mêmes, tant qu'on l'aura pas expérimenté par nous-mêmes, qu'on n'aura pas eu ces prises de conscience nécessaires, on avancera beaucoup moins, je dirais. C'est pas qu'on n'avancera pas, mais voilà, ça on restera un peu dans cette stagnation, donc c'est hyper important, ce que tu dis là, par rapport à ouais, au cheminement, vers la guérison, quoi. faut pratiquer en fait. Alors oui, ça fait peur, hein, le passage à l'action. Encore une fois, pas que dans les troubles alimentaires, dans toute la vie, on repousse. Il y a ce truc de procrastiner, de non, pas maintenant, c'est pas le bon moment, ou ah, je suis pas prête, ou blablabla. On se trouve plein d'excuses. Et le trouble alimentaire, alors lui, il est encore plus fort, parce que forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus vous lui accordez de l'importance, plus vous répétez ces choses-là, plus il a de pouvoir. Donc forcément, c'est plus difficile de s'en détacher, mais ouais, pour en revenir à ça, ça doit venir de vous. Et
Il y a que comme ça que ça marche, hein. Et souvent, le problème des troubles du comportement alimentaire, c'est justement un problème de fond. Il y a aussi ce truc de je recherche la validation extérieure. J'attends qu'on me dise quoi faire. J'attends qu'on me dise de manger. J'attends qu'on me dise quelle quantité manger, quand manger, quoi manger, qu'est-ce qu'il faut manger, est-ce que ça j'ai le droit. Et c'est ça le problème. C'est n'attendez pas, arrêtez de chercher ces réponses à l'extérieur. C'est à vous de vous donner la permission, c'est à vous de vous dire bah ouais, je respecte pas. Enfin, il n'y a même pas une question de respecter les quantités machin, mais cette quantité-là, c'est celle qui me convient. Et encore une fois, les quantités, ça change tous les jours. Enfin, le but, c'est pas de chiffrer, de chercher un truc, encore une fois, linéaire, de faire toujours pareil, parce que ça change. Ça change, et c'est ok que ça change. Mais voilà, je voulais vraiment insister là-dessus, parce que je pense que c'est, encore une fois, important. Et pour revenir à ton parcours, est-ce que toi, tu pourrais nous partager vraiment ce qui a un déclic, une réflexion, quelque chose qui t'a énormément aidé? Complètement, mais ça, c'est très net, clair et net. La question que je me suis posée au moment où, enfin, et qui a vraiment tout, chamboulé et tout déclenché, c'est, là, je me suis vraiment nettement demandé dans ma tête: «Est-ce que tu as vraiment envie d'être comme ça pour le reste de ta vie? Est-ce que tu as envie de bâtir un futur, une famille, que tes enfants, de transmettre cette relation à la nourriture à tes potentiels enfants et cetera?» C'est vraiment ça qui m'a fait changer et qui m'a fait vraiment vouloir prendre l'initiative de me faire accompagner, de sortir de tout ça. Je me suis dit: «Mais au bout d'un moment, là, je peux pas continuer comme ça pendant des années. Je ne me vois pas faire ça. Si je veux être heureuse et fonder, ma vie, un foyer, une vie professionnelle et cetera, je peux pas continuer, c'est pas possible». Et c'est cette réflexion-là qui m'a amenée à faire des recherches, à faire tout ce que je disais donc pendant le podcast, voilà, toutes les le tri, trouver les bons professionnels pour m'accompagner et cetera. Voilà, donc pour ma part, comme j'avais un traumatisme et tout qui s'est un peu, comment dire? Manifesté au bout d'un moment, bah, l'hypnothérapie, ça a été hyper cool pour ça, pour débloquer des mécanismes inconscients et la sophrologie, bah, c'est plutôt conscient finalement. Ça travaille sur l'autre côté, enfin l'autre côté. C'est complémentaire parce que, comme tu disais là tout à l'heure en plus, c'est vraiment, travailler sur l'accueil et l'acceptation. Donc, vraiment être dans cette mentalité de au lieu de lutter et de toujours chercher à tout contrôler, commencer à finalement à accueillir, à prendre du recul et à accepter les choses telles qu'elles viennent et accepter le fait qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Voilà. C'est magnifique ce que tu dis et encore une fois, bravo pour ton parcours. Moi, je suis toujours émerveillée de voir ce que les gens arrivent à faire. Enfin, ces parcours de vie qui sont uniques. Vous êtes tous uniques, donc ne cherchez pas une réponse, encore une fois, qui est la même pour tous. Vous avez votre propre chemin et c'est ça qui est beau. Et du coup, par rapport aux outils que tu as pu utiliser, tu as dit donc tu t'es fait accompagner. Est-ce que tu as lu des livres, peut-être écouté des podcasts, regardé, je sais pas, des vidéos? Est-ce que tu pourrais nous partager certaines choses à ce niveau-là? Oui, totalement. Alors j'ai lu, un livre qui bon, même si le titre je l'aime pas trop, mais c'est le livre de Sophie Déram, «Oublier les régimes», parce que, il déconstruit vraiment bien, plein de choses qui sont ancrées en nous par rapport aux restrictions, aux règles alimentaires, à cette espèce de notion de surveillance et de contrôle. Ça a déconstruit en fait en moi le fait qu'on est obligé de surveiller et de contrôler ce qu'on mange pour maintenir un poids et cetera, alors que pas du tout. On a c'est pas une question de volonté ou quoi, on a, les ressources en nous et il y a pas besoin de on n'a pas besoin de règles et de régimes et tout ça, en fait, ça m'a vraiment cette lecture-là, elle m'a vraiment fait avoir un déclic sur le fait que c'est à nous de construire notre propre système alimentaire. Donc, et c'est pas d'autres règles extérieures, voilà, c'est à nous de nous écouter, de savoir qu'est-ce qui est c'est nous, on sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc voilà, ce livre-là est super bien. Je suis en train de regarder ma bibliothèque en même temps que je te parle du coup. Après, le reste, c'était surtout le conte, d'Eliane Cloarec qui parle d'alimentation intuitive. Donc après du coup, quand j'ai commencé à suivre ce type de compte, tu sais, bah, j'ai eu toutes les suggestions d'autres comptes liés à ça, au body positive, à la déculpabilisation, liée à l'alimentation et ce type de discours-là, ça m'a vraiment aidée
à force de les lire, c'est comme on disait tout à l'heure, on arrive à changer nos schémas de pensée, en fait, petit à petit, à voir les choses autrement, à changer de mentalité et à prendre le recul nécessaire pour se rendre compte que: «Ah ouais, en fait, bah, il y a tel comportement, telle règle et cetera qui me fait du mal» et à dénouer petit à petit ce nœud, voilà. Moi, je ne suis pas très, très podcast, donc j'ai pas tellement de à part celui de ben, j'ai écouté, le tien bien sûr, j'ai écouté celui de The Last Quiche, donc Juliette, qui débunk la culture des régimes. J'avoue que j'écoute en fait, un épisode par-ci par-là, mais j'ai pas vraiment de à part ces 2 podcasts-là, du coup, j'en ai pas vraiment des réguliers si tu veux. Moi, ça a été surtout des lectures et bien sûr, il y a le livre sur l'alimentation intuitive donc qui vient des États-Unis, mais qui a été traduit par Eliane Cloarec et qui explique tout de A à Z, en fait. Ce qui explique vraiment de manière très détaillée, d'où ça vient, tout ce mal-être avec l'alimentation et qui donne plein de pistes de réflexion et d'outils concrets pour justement, faire la paix avec tout ça. Voilà, c'est ce que je peux conseiller. Puis comme autre outil, tout simplement, ouais, comme je le disais, hein, l'hypnothérapie, la sophro, si vous le sentez, mais il y a tellement d'autres choses, le coaching, bien sûr, il y a des tas de coachs différents en plus sur plein de domaines. Ça peut être la psychothérapie, les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, enfin il y a waouh, il y a trop, trop de choses. Donc là, c'est vraiment, je pense que ça se fait beaucoup au feeling aussi. Quand on a envie de se faire Carrément. accompagner, voilà. Moi, j'ai eu des problèmes aussi de santé liés à mes TCA, à la suite de ça, quand j'ai guéri et cetera, qui sont des problèmes qui sont apparus et du coup, j'ai été accompagnée aussi par, 2 naturopathes. Donc c'est vraiment, je pense que c'est par phase et que ça dépend vraiment de nos besoins, du moment, au moment de la phase et voilà, moi, j'ai eu mes phases, sophro, j'ai eu ma phase lecture, debunk de la culture des régimes, j'ai eu ma phase, naturo parce que j'avais besoin de voilà et d'ailleurs, c'est très compliqué parce que bon, là, je dérive un peu du sujet, mais enfin, je dérive. Hem, il y a eu une phase aussi où il faut vraiment retrouver, quel est notre cadre, quel est notre système alimentaire et concilier ça avec des potentiels problèmes de santé ou d'autres contraintes, bah, c'est pas facile quand on a déjà eu cette voix dans notre tête, de l'anorexie ou de la boulimie. Ouais, c'est pas facile. Voilà, je pense que moi, je trouve que ça s'éteint jamais totalement, qu'il faut toujours faire attention. Il y a parfois des pensées intrusives, pour ma part. Maintenant, je sais comment les gérer, c'est ça la différence. C'est que, maintenant, je sais quand elles arrivent, je sais, que c'est l'ancienne, c'est des traces, on va dire, de mes TCA et je sais comment les gérer, les mettre de côté et ne plus les écouter. C'est ça, en fait, qu'il faut apprendre à faire. Exactement, c'est vraiment, bah, comme tu l'as dit, hein, pour moi, c'est comme toute maladie, ça laisse des traces, ça laisse des séquelles, aussi bien physiques que mentales. Ça dépend après la profondeur, hein, voilà, le temps que ça a duré, etc. Mais c'est sûr que voilà, ça disparaît pas d'un seul coup et ça disparaît, enfin, ça laisse des petites traces, on va dire. Le tout, c'est d'apprendre à les repérer et à te dire, oula, là, attention, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en veux plus de ça, tu vois, c'est pas moi et ne pas retomber là-dedans. Et le problème, c'est que moi, je le vois en guérison, il y a beaucoup de gens qui, bah, parce qu'au départ, c'est une vraie lutte, hein. C'est vrai que c'est une lutte, c'est pas facile, c'est un travail de tous les jours. Mais voilà, encore une fois, il faut se rappeler de pourquoi on fait les choses. Ça, c'est aussi un truc que je donne à mes coachés au départ, de leur demander, mais pourquoi en fait tu veux guérir? C'est quoi la vraie raison, la raison profonde qui se cache? Et quand tu gardes ça en tête, franchement, tu peux tout dégommer. Moi, je sais que vraiment, ça m'a permis de me relever et d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est difficile, hein, quand tu as des pensées et puis même l'entourage qui te dit, bah non, peut-être que c'est pas une bonne idée ce que tu fais. Tu sais, on est vite sensible. En plus, souvent, les personnes qui souffrent de troubles alimentaires sont des personnes sensibles. Voilà, qui veulent bien faire les choses, qui sont perfectionnistes, qui sont, bah voilà, encore une fois, sensibles au regard et au jugement des autres. Donc forcément, ça va les impacter. Le tout, c'est de s'en détacher et te dire non mais attends, là je fais ma vie à moi quoi, tu vois, c'est personne d'autre qui va venir et prendre les rênes de ma vie, c'est moi qui fais ma life et puis c'est tout. Et je pense que voilà, faut parler un petit peu comme ça à la voix et au bout d'un moment elle comprend et c'est bon, elle a compris c'était qui la patronne. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Et pour rebondir sur cette notion de phase, ouais c'est ça, comprendre qu'il y a des phases et que ça va pas durer toute la vie. Parce que souvent quand on est dans une phase on se dit mais j'en sortirai jamais, j'y arriverai jamais. Non, non, c'est des phases
Et voilà, et ça va finir par passer. Le tout, c'est de les accueillir, parce que plus on résiste et plus ça persiste, et plus on fait face et plus ça s'efface. Ça, c'est aussi un truc que je dis souvent en coaching. Mais ouais, comme tu dis, il y a plein de solutions. Je pense que le tout, c'est d'aller au feeling. Voilà, aller vers une personne en qui vous avez confiance, qui vous inspire, qui peut-être, de par ses partages, de par ce qu'elle dégage, fait que vous vous sentez connecté, ou de par sa pratique aussi. Parce qu'encore une fois, il y a des outils qui vont plus parler à certaines personnes qu'à d'autres, des approches. Mais le tout, surtout, c'est de faire. Je pense que toi et moi, on sera d'accord là-dessus. Si tu en es là où tu en es aujourd'hui, c'est que tu fais. Parce qu'il y a une différence entre prendre conscience. Parce que pareil, j'ai des gens qui viennent me voir, elles ont tout compris sur le papier. Après, il faut le faire. Je dis oui, ok, d'accord. Mais il faut expérimenter. Et c'est qu'en expérimentant que tu vas vraiment comprendre les choses en profondeur. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et parfois, on pense savoir. On se dit, mais si, je sais, c'est bon, j'ai pas besoin de le faire. Et en fait, non, on ne sait pas. On ne sait pas tant qu'on n'a pas fait. Donc faites-le, même si ça fout les jetons. Faut y aller, quoi. Faut y aller, faut se dire, allez, go. J'ai décidé que je le faisais. Et au pire du pire, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, si ça marche pas, ouais, je reprendrai mes vieilles habitudes destructrices à la noix d'avant. Et voilà, je retournerai dans ma vie d'avant. Et au mieux, peut-être que ça va complètement changer ma vie et qu'en fait, je vais guérir. Je comprends et je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que j'ai des personnes qui arrivent en suivi et qui savent effectivement, qui ont conscience de plein de choses, qui ont conscience, de leurs règles alimentaires, de leur comportement, qui ont même, en tête, plein de bons, comment dire? De bons conseils, mais qu'elles n'arrivent pas à appliquer concrètement et des fois, il suffit d'un coup de pouce au bon moment pour se mettre à l'action et prendre une première action. Il n'y a pas de mauvaise, 1re action et il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Je pense qu'il faut juste commencer par quelque chose, même si c'est un tout petit pas, ce sera quand même quelque chose et il faut prendre une action, tout simplement. N'importe laquelle, même si c'est un tout petit truc, qui paraît insignifiant, mais c'est très important de le faire. Ça va être le défi de nos auditeurs. Voilà, on vous donne un petit exercice. Je trouve que c'est sympa. C'est là, aujourd'hui, après ce podcast, faites une action. Faites un pas vers votre guérison. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et je pense que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de bon ou de mauvaise, de bonne ou de mauvaise action. Ça va vous apprendre quelque chose, à condition d'avoir cet état d'esprit de se remettre en question et de se dire ok, ça, il s'est passé ça, qu'est-ce que ça me dit sur moi? Comment est-ce que je peux faire la prochaine fois? Parce que la vie, c'est un apprentissage et pour pratiquer, pour bénéficier de cet apprentissage, il faut pratiquer et c'est en se lançant. N'attendez pas d'avoir la bonne action parfaite, il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est en faisant une petite action, peu importe laquelle, que ça va venir petit à petit et que vous allez vous découvrir et vous ouvrir à vous-même. Donc vraiment, merci pour ce dernier conseil, je le trouve trop bien. Ça permet de donner un petit exercice aux gens en plus. Donc on vous attend, vous nous taguez sur Instagram maintenant avec le petit exercice. Mais vraiment, non, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Moi, j'aimerais bien franchement que vous m'envoyiez un message ou même à Alizée. Je suis sûre qu'elle serait très contente d'avoir votre retour avec l'exercice que vous avez fait. Voilà, on vous attend en tout cas. Merci vraiment Alizée du fond du cœur pour cet épisode. C'était trop bien, trop enrichissant. Moi, j'ai toujours trop de gratitude. C'est beau d'avoir des échanges avec des parcours aussi enrichissants. Et voilà, donc merci encore une fois. On vous souhaite à tous une très bonne journée. Bonne journée à toi aussi, Alizée. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Savoure la vie.